Parlons donc de cet avènement de personnages un peu particuliers que sont les femmes de loi. Et je vais, pour simplifier, parce que j'ai un peu de temps, mais pas tant que ça, partir sur les séries les plus nombreuses, qui sont les séries américaines. Si vous faites des tests autour de vous sur les gens qui connaissent les séries, vous allez vous rendre compte, les gens qui apprécient les séries, que si on parle de séries judiciaires, et si on parle de séries judiciaires depuis les années 2000, il y a une série qui revient systématiquement, c'est celle à laquelle Jessica va rendre hommage tout à l'heure, c'est The Good Wife. Tout le monde, on est tous d'accord. C'est magnifique, c'est superbe, c'est aussi beau que presque Les Sopranos ou The Wire. Ça compte parmi les très grandes séries de ces 20 dernières années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, oui, il se trouve simplement que c'est une ou deux femmes, on en reparlera, qui portent cette série. Et que ça, c'est pas si fréquent que ça. Et qu'en plus, ce sont des femmes avocates. Donc on va en parler un petit peu, savoir s'il y a quelque chose de particulier dans le fait que ce personnage de femme de loi puisse avoir une telle force et surtout un tel impact sur le public. Mais bien évidemment, ça n'a pas été la seule série judiciaire dans laquelle des femmes sont mises à l'honneur. Quand je dis mises à l'honneur, c'est-à-dire au premier rang, hein. Elles portent la série. Je pense bien évidemment à Damages, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un peu moins connu que The Good Wife, mais qui est très fort parce que ça fait bouger les lignes, véritablement. Et pour vous donner une idée, c'est 2007. Donc je vous parle des séries, surtout de ces dernières années. Et si j'en ai le temps, mais je ne sais pas si je l'aurai, j'aimerais, en plus de The Good Wife et de Damages, vous parler un petit peu d'une série britannique, honneur à nos amis britanniques, qui s'appelle Silk, et qui, elle, est plus récente encore, puisqu'elle date de 2011, et dans laquelle, là, l'héroïne principale est aussi une jeune avocate. Pourquoi est-ce que ce renouveau des séries judiciaires dans la télé de qualité post-HBO, j'en reparlerai de cette histoire d'HBO après, pourquoi est-ce qu'elle se centre sur ces personnages? Peut-être que pour en parler, il faut faire un survol extrêmement rapide, extrêmement incomplet, je le sais, je plaide coupable devant les spécialistes qui sont dans cette salle, mais juste un survol très rapide de ce que sont les séries judiciaires depuis la première vague, le premier âge d'or des séries qui date de 1950. C'est vrai qu'il faut dire qu'aux États-Unis, il y a simultanément une méfiance envers les avocats. C'est des gens dont il vaut mieux pas avoir affaire à un avocat parce que ça vous coûte cher, parce que ça pose problème, parce que et puis que la justice c'est toujours après l'acte que ça arrive. Et simultanément aux États-Unis, vous avez une héroïsation des avocats et pas n'importe lesquels. Par exemple, Abraham Lincoln présenté comme un avocat qui va porter la justice, le désir de justice et de loi dans la République américaine. Mais aussi pas forcément sur un plan historique, mais sur un plan, je dirais, presque mythique, presque légendaire, un personnage qui sort d'un roman. Ce roman s'appelle To Kill a Mockingbird, et ce roman a donné lieu à un film du même nom en anglais, mais qui en français s'appelle Du silence et des ombres, et que vous verrez tout à l'heure au studio. Saluons notre partenariat avec le studio, qui a été, auprès de Ginette et moi, absolument un soutien dès la première année. Je ferme la parenthèse à Vraise. Et donc, ce film présente, et ce roman présente un héros qui est un avocat intègre, qui défend, dans l'Alabama raciste des années 30, il défend un noir accusé de viol. Le personnage s'appelle Atticus Finch, et que ce soit dans Silk, que ce soit dans Damages, mais je suis sûre aussi dans beaucoup de séries américaines, on vous dit « Ah, tu es en train de jouer ton Atticus Finch », c'est-à-dire ce personnage légendaire de l'avocat infaillible, pro-chevalier, qui va défendre la loi. Et c'est à la fois donc cette ambiguïté entre se méfier des avocats et en même temps les mythifier, qui est le terreau sur lequel les séries américaines commencent à montrer des avocats. Alors, évidemment, au début, dans les années 50, c'est les pro-chevaliers. Les pro-chevaliers qui défendent la loi, l'ordre, et pour lesquels les clients sont forcément innocents, accusés à tort, et systématiquement, on démontrera qu'ils étaient innocents.
Si vous regardez des séries aujourd'hui, vous savez très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Et que parfois, les innocents se révèlent coupables, que les coupables ont des excuses et qu'il y a quelque chose qui a vraiment bougé dans les séries judiciaires depuis 80 ans. Alors, cette complexité, effectivement, elle s'est établie tout au long du XXe siècle, et dès le premier âge d'or, ce qu'on appelle le premier âge d'or des séries qui datent de 1950, on a eu effectivement des moments dans lesquels les séries judiciaires étaient très très regardées, et je ne vous étonnerai pas, vu la situation des États-Unis en 1950, en vous disant qu'elles étaient uniquement centrées sur des hommes. Ça correspond à une situation sociale. Il n'y a pas lieu de s'esbaudir sur le sujet. C'est totalement l'état de la société américaine. Il y avait effectivement, très logiquement, peu de femmes dans les facs de droit américaines, donc peu de femmes représentées dans les séries. Alors, c'est trop tôt donc pour mettre une femme en pivot, et Barbara Villez, qui est donc l'auteur de séries télé, une vision judiciaire sur laquelle je vais m'appuyer pour cet historique, repère quand même, et c'est très intéressant, qu'un premier personnage d'avocate apparaît en 1954 dans une série qui s'appelle Willie. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle dit que le personnage est loufoque. Après, la série est un échec. Elle dure une saison. Toujours trop tôt, bien évidemment. À cette époque-là, donc, le personnage fédérateur qui est l'avocat est incarné par Perry Mason, qui a fait donc vraiment une écoute extraordinaire entre 1957 à 1966 et un peu plus tard, de 73 à 74. Non, oui, c'est ça, 73-74. Je fais juste une incise pour dire que l'avocat, c'est le personnage sur lequel, aux États-Unis, se fixe le récit, parce que c'est lui qui va faire l'enquête. En France, c'est le juge d'instruction. Ça fonctionne différemment. Je laisserai les grands spécialistes en parler cet après-midi et demain. Mais c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que le rôle des avocats n'est pas le même dans les récits français et dans les récits américains. Alors donc, Perry Mason, c'est non seulement un homme intègre, le pro-chevalier, infaillible absolument, mais il n'a pas de vie privée. C'est pas le problème. C'est quelque chose, l'interaction entre la vie privée et la vie juridique, qui va arriver au fur et à mesure que les séries avancent. On signale quand même qu'en 1961, donc à peu près à la même époque que Perry Mason, il y a une série qui est un peu particulière, qui mérite au moins d'être signalée, non pas parce qu'il y a des femmes, c'est pas le sujet, mais parce que c'est une série progressiste qui s'intéresse à des sujets tabous comme l'euthanasie, l'avortement, les droits civiques. Cette série s'appelle The Defenders, et elle a eu un écho, et justement, elle a contribué à faire bouger les lignes. Mais il faudra attendre quand même, en fait, la fin du XXe siècle pour qu'il y ait un tremblement, que les choses soient moins simples, que les innocents soient moins innocents, et que les avocats soient moins purs et généreux, et que parfois, même parfois, ils puissent être des femmes. Barbara Villez signale deux exemples, mais c'est intéressant parce qu'elle en a signalé un premier tout à fait au début, dans les années 50, elle en signale deux autres. Quand on commence à signaler des exceptions, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a des exceptions, mais il n'y a pas de règle générale, donc c'est intéressant. En 66, je parle donc de Barbara Villez, elle parle de Jean Arthur Shaw. C'est une avocate c'est deux avocats, une mère et un fils. Et là aussi, c'est comique, vous remarquerez, c'est la deuxième fois qu'on a une tentative pour faire un rôle principal d'avocate, que c'est comique là aussi. Et là aussi, c'est un échec, parce que ça dure, c'est stupéfiant, 3 mois. Ça dure de septembre à décembre 1966. Et Barbara Villez cite un autre exemple, donc comme probablement il n'y a-t-il pas eu grand-chose, je lui fais confiance, historiquement, entre 66 et 75. En 75, là aussi pour 3 mois, il y a un show qui s'appelle The Kate McShane. Alors, je ne l'ai pas vu, je me fie à Barbara Villez, qui est une universitaire absolument fiable, qui dit que, je cite, l'échec est lié au fait que le personnage est trop investi émotionnellement et que, lorsqu'elle est démunie, elle fait appel aux hommes autour d'elle. Alors, est-ce la cause de l'échec ou est-ce l'état de la société américaine ? En tout cas, il est certain que représenter une femme comme trop émotionnelle, ça correspond à un état de la sensibilité d'une société sur les femmes, c'est-à-dire trop émotionnelle,
vous savez comment c'est, quoi. Hein, on tombe sur Rabelais, quoi. Les femmes sont dominées par le sexe, par la chair, et qu'elles sont incapables d'avoir la distance qui est nécessaire à la loi. Donc, intéressant, mais quand même une tentative. Voilà. Et puis, il faut se dire que dans ce moment-là, on est dans les années 70, il se passe des choses passionnantes, dont on a parlé justement hier dans la journée Enseigner les séries, qui est cette deuxième vague, ce deuxième âge d'or des séries, dans lesquelles ça bouge sur la narration avec Hill Street Blues. Alors, c'est des policiers, hein, c'est pas la justice, mais ça bouge, c'est un commissariat, et pour une fois, on voit des choses qu'on ne voyait pas, en particulier que ce sont des hommes faillibles, et qu'ils ont une vie privée, qu'ils ont des difficultés, et ils ne sont pas simplement policiers 25 heures sur 24. En tout cas, il y a de temps en temps, par-ci par-là, des femmes dans le Bill Cosby Show, qui a été de 84 à 92. On voit une mère de famille qui est avocate, et cette mère de famille d'avocate, apparemment, est beaucoup plus dans sa cuisine que dans le prétoire. Donc, petit à petit, les choses gagnent. Les années 90 correspondent dans la société américaine, à une judiciarisation massive de la société. On fait des procès pour tout. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez besoin de plus en plus d'avocats, bien évidemment. Du coup, le personnage d'avocat monte encore plus, bien sûr. Et les séries sont un reflet de ça. Elles n'ont pas anticipé ça, mais elles sont un reflet. Il y a 2 séries dont une vous sera largement développée cet après-midi, qui est Ally McBeal, mais il y a aussi The Practice, qui sont 2 séries qui ont justement acté ces questions. Et Ally McBeal est un personnage de femme avocat, comique aussi, je tiens à le souligner, une fois de plus, vous me voyez arriver de loin, bien évidemment. Juste dire que The Practice est un petit peu dans la lignée de The Defenders, c'est-à-dire la lignée sociale, progressiste, où on essaie de montrer quelles sont les difficultés de la société et pas simplement partir sur une vision totalement idéalisée et lissée de la société. Au début des années 2000, il y a ce fameux effet HBO. Alors HBO, c'est Home Box Office. Et le slogan de HBO, ça va vous faire comprendre très rapidement, si vous ne connaissez pas, c'est « This is not TV, this is HBO ». Ce n'est pas de la télé, c'est HBO. Ce que ça a comme caractéristique, et je suis obligée d'aller très vite, c'est que HBO n'est pas soumise à la publicité. Ça veut dire non seulement qu'il n'y a pas de coupure intempestive de publicité, mais ça veut surtout dire, c'est encore plus important, même si c'est moins visible, que les gens qui écrivent pour HBO sont beaucoup plus libres et ils peuvent aller là où ça fait mal, ils peuvent aller vers la transgression. C'est HBO qui a fait cette série mère de toutes les séries nouvelles, qui est Les Sopranos. C'est quand même un homme, un parrain de la mafia, qui dès la séquence 1, l'épisode 1 de la saison 1, va chez sa psy. Alors maintenant, c'est devenu une figure presque banale, hein, le mafieux qui a besoin de voir un psy, mais il faut voir ce que ça représentait effectivement, que ce personnage qui prend la suite des parrains de Coppola, et qui a besoin d'un psy parce qu'il a des attaques de panique et qu'il est névrosé. Ça fait une première brisure énorme dans les personnages masculins, et c'est pour moi l'orée de toutes ces merveilleuses séries qui ont suivi ensuite et qui ont justement travaillé ce que le grand critique américain Martin Brett appelle les hommes tourmentés. Et c'est pour ça que l'an dernier, les rencontres s'appelaient des séries et les hommes tourmentés, c'était un hommage à Martin Brett et à ces hommes-là. Donc effectivement, quelque chose se passe, ça bouge, on est en train d'aller vers la conception plus complexe des hommes. Et le titre de Martin Brett, en anglais, c'est « Difficult Men ». Et je pense qu'on doit pouvoir parler des femmes qui nous intéressent aujourd'hui, justement comme des femmes difficiles. Difficiles, j'y reviendrai. Alors, évidemment, ces 3 exemples, au moins 2 dont je vais parler, Damages et The Good Wife, ainsi que Silk, sont des grands moments, mais qui correspondent aussi, elles ne correspondent pas, elles sont coalescentes, elles cohabitent
avec des vagues de féminisme qui arrivent les unes après les autres et qui montrent une conscience différente du féminisme. Et par exemple, les études américaines de ce qu'on appelle l'intersectionnalité qui se font au XXIe siècle sont des choses qui sont contemporaines de The Good Wife et Damages. L'intersectionnalité, c'est dire que si, par exemple, en prison, on est une femme noire, lesbienne, on est à la fois dans une minorité de prisonnières, de femmes, de noirs et de lesbiennes, et qu'on ne peut pas séparer les 4 éléments, et qu'il faut considérer la conjonction des différentes données sociales pour comprendre tel ou tel cas de figure. Donc, évidemment, c'est contemporain. Pour autant, elles correspondent évidemment à cette judiciarisation dont je vous ai parlé de la société américaine, mais aussi du fait que la profession juridique est en train de se féminiser aux États-Unis. Donc il est aussi logique que les femmes arrivent sur l'écran. Je tiens à signaler que Silk, la série anglaise, qui a été créée par Peter Moffat, qui est un grand des séries britanniques, est due à la volonté de Peter Moffat, qui disait « on ne voit pas assez les femmes baristas, les femmes avocates ». Donc il a choisi de se centrer sur un personnage féminin, alors que, si j'ai bien compris, là, il faisait un coup de force plus grand que Robert et Michelle King, qui ont écrit The Good Wife, qui, eux, étaient davantage en phase avec la féminisation du corps juridique aux États-Unis. En tout cas, aux États-Unis, pourquoi est-ce que c'est ce métier d'avocate qui a été le plus mis en avant ? C'est pas seulement parce qu'on est dans la tradition du métier d'avocat avec Perry Mason et qu'on est passé aux femmes. À mon avis, il me semble que c'est un petit peu plus compliqué, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut commencer par décrire un tout petit peu, 2 exemples canoniques, mais vraiment canoniques parce que quand on vous dit que les séries sont pensées comme un art, si je traduis socialement ce que ça veut dire, c'est qu'à l'université du Havre, il y a des universitaires qui travaillent sur cette question, qu'il y a des colloques à l'école normale supérieure, que voilà, ça fait 10-15 ans que c'est devenu un véritable sujet légitimé par l'académie. Il y a un moment où ça veut dire quelque chose. Donc il n'y a pas que ça, il y a que bien sûr aussi, on peut se demander comment ça fonctionne. Ce qui est très curieux, c'est que, bien sûr, on en parlait avec Alexandra Lalo, qui est une traductrice de séries, traductrice, mais qui s'intéresse à la traduction des séries, voilà, plus exactement. On en parlait et elle me disait qu'effectivement, il y avait une particularité dans la façon de présenter les femmes dans les séries. Elle me parlait de Suits, qui est une série intéressante dans laquelle il y a aussi une femme de premier plan. Mais si je reste sur ces deux exemples, parce que je sens déjà que je suis en retard, sur Damages, vous avez un couple de femmes. Enfin, c'est pas un couple, c'est un duo. Et c'est très important, et la personne qui prépare les extraits va se préparer à montrer bientôt le premier extrait. Donc, dans Damages, il y a 2 femmes qui sont à la fois extrêmement différentes, qui se contredisent, qui s'entraident, qui luttent l'une contre l'autre et dont la figure est indissociable l'une de l'autre. Et donc, je pense que c'est important parce que c'est autre chose que les films de buddy, vous savez, les films de copains. Les films où les hommes sont apparemment très différents, mais quand même, c'est 2 flics et ils font le même boulot, ils sont ensemble. On n'est pas dans cette complicité-là. On est dans une relation très difficile. La force de Damages, c'est que moi, je connais très peu de films ou de séries dans lesquels le spectateur soit autant en train de se demander « mais attends, elle dit la vérité ou elle ment là? Je suis manipulée, elle manipule l'autre ?» Et on ne sait jamais, et ça dure des saisons entières. Et elles sont aussi intelligentes l'une que l'autre, elles ont des raisons fortes de s'en vouloir l'une à l'autre, un petit peu compliqué, mais pour ne pas spoiler, je vais prendre le tout début de Damages. Je vais donc faire un crime total sur le plan esthétique, je l'assume. Comme en fait, vous allez assister à la 3e minute
du premier épisode de la première saison. Et vous allez assister à une négociation qui va passer de 25 millions de dollars à 150 millions de dollars en moins de 3 minutes. Je me permets de vous montrer l'extrait en français. Parce que, sauf à être absolument fluent dans l'anglais des affaires, l'américain des affaires, ça risque d'être un peu difficile. Je situe juste l'action. Les 3 premières minutes, on a vu une des 2 femmes dont je vous parle, Ellen Parsons, jouée par Rosa Byrne, qui sort comme une furie d'un immeuble. Elle est presque nue sous son imperméable, elle est ensanglantée et on la retrouve au poste de police. Elle est en état de choc. Elle est incapable de dire comment elle s'appelle. On a juste trouvé le nom d'un avocat dans sa poche. 3 premières minutes, intrigue. Noir, carton qui situe le temps, et on passe à l'extrait qu'on va voir maintenant. Et pour que vous compreniez, si vous n'êtes pas, comme je le suis moi-même, je ne suis pas spécialiste des questions juridiques, mais quand on regarde les séries, on apprend, hein. On apprend vraiment beaucoup. Eh bien, je vous dis juste ce que c'est que le pli, c'est pas un pli... pli en anglais, c'est cette possibilité qu'ont les juristes américains de faire un accord avant le procès. Si les juristes se mettent d'accord, le procès n'a pas lieu. Et évidemment, l'accord est financier. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'emporter ça. Et on est dans la voiture et on rencontre pour la première fois, et faites attention à sa première phrase, le personnage qui est magnifiquement interprété par Glenn Close. Donc le début de Damages est posé, les premières phrases, ils n'auront pas les couilles de tenir le verdict. Et là, vous auriez un homme, j'aurais peut-être peur. Donc c'est vrai que c'est important de placer cette question du travail, de l'efficacité, dans la lutte pour trouver sa place. Ce n'est pas la lutte contre les hommes, hein. C'est la lutte pour trouver sa place dans ce monde d'hommes et d'arriver à se faire respecter en tant que femme professionnelle, avocate. C'est donc, certes, une avocate, mais d'emblée, elle va avoir une difficulté que les hommes n'ont pas. Et c'est ça qui est intéressant, en partie, dans ces séries, justement. C'est, d'une certaine manière, le côté, je dirais, Tony Soprano, qu'on ne voit, c'est-à-dire clivé, c'est-à-dire tourmenté, qu'on ne voit pas tellement. Là c'est la femme... il vaut mieux être de son avis parce qu'on sent que c'est un bulldozer et qu'elle vous écraserait vraiment très facilement. Il y a d'autres moments dans lesquels Glenn Close joue la douleur. Elle a en particulier perdu un enfant en bas âge et quand elle est sur la tombe de son enfant, il y a quelque chose qui est quand même très très émouvant. Mais la plupart du temps, c'est un bloc de béton qui est effectivement terrifiant. Son duo, c'est une jeune fille qui est toute jeune avocate, Ellen Parsons, mais qui est aussi intelligente qu'elle, qui est aussi manipulatrice qu'elle. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ni l'une ni l'autre ne sont sur le côté comique ou loufoque. Elles sont prises sur le travail et dès le début, Glenn Close va, lorsqu'elle va rencontrer Ellen Parsons, va lui dire « Je vais être votre mentor, je vais vous coacher. Nous allons faire ce duo entre une jeune femme qui commence et une femme qui est considérée comme la plus grande avocate de la ville. » Donc cette idée de transmission, d'aide, ce côté qui n'est pas un buddy film, mais qui installe l'idée d'un duo entre des femmes, est quelque chose qui joue. Cette lutte pour montrer la place à conquérir, on la voit, et on va peut-être montrer le deuxième extrait, on la voit, j'aimerais juste dire, mais c'est évident là déjà, et ça se confirme, il faut mieux le dire, hein, dans Damages et dans The Good Wife, on est dans un milieu blanc. Ces séries sont des séries judiciaires blanches. C'est dit, ça correspond aussi à un certain état de la société. Il y aura d'autres avocates plus tard dans Scandale, enfin qui seront d'autres femmes fortes, mais qui, elles, seront noires, mais il faut attendre. C'est pas encore le moment. Je vous propose qu'on voit un deuxième extrait. Non, le deuxième extrait, c'est celui de The Good Wife, là. C'est ça. Donc, on va passer à The Good Wife. Je vous donne juste le pitch, comme on dit, de The Good Wife. Ça ne spoile pas grand-chose, c'est juste le début, vous allez le voir. Vous allez voir les toutes premières images, épisode 1, saison 1. Donc, c'est la grosse difficulté pour parler des séries. Hein. C'est que parler des séries sans spoiler, c'est très délicat.
Donc, il s'agit de la femme d'un homme public qui est accusé de corruption et de mensonge sous serment. Donc, elle doit travailler, elle va reprendre son ancien métier d'avocate, elle va revenir au turbin, elle va revenir en bas de l'échelle. C'est une femme bafouée, c'est l'époque d'Hillary Clinton, vous vous souvenez des boires conjugaux, oui, c'est ça. D'Hillary Clinton, c'est clairement, on y fait allusion là. Et la façon dont, dans la pub, on présentait The Good Wife à l'époque, c'était « His scandal, her story ». Son scandale à lui, son histoire à elle. Et les 3 premières minutes sont, j'aimerais juste attirer votre attention, sont admirablement filmées. C'est-à-dire que suivez la caméra, suivez la façon dont la caméra va suivre le couple. Premier plan, les mains d'un couple. Le cadre, c'est le milieu du corps pour se centrer sur ses mains jointes. Ce couple avance dans un corridor. Le son est oppressant. Et vous allez voir comment la caméra profite d'un tournant pour passer devant, sans coupure, sans violence. On va voir le couple de face. Mais il y a une deuxième caméra. Il y a une deuxième caméra qui est celle de la télé, qui, elle, va être pixelisée. Il y aura un zoom dessus. C'est-à-dire qu'on vous guide, on nous guide au fur et à mesure sur ce couple. Et en 3 minutes, on va passer de ce couple à elle. C'est une économie narrative hitchcockienne, je trouve, jusqu'au fil sur c'est magnifique ce fil qui est comme ça, comme une tache sur la manche de son mari, la main qui s'approche pour empêcher qu'on montre ce fil, et lui qui se trompe, sûr de sa supériorité, qui pense qu'elle veut lui prendre la main et qui lui prend la main. Je suis assez sûre que Robert et Michel King ont pensé à Marnie, pour ceux d'entre vous qui se souviennent de la tache sur Marnie dans Hitchcock. Il y a ce côté comme ça extrêmement fort des pulsions, mais de comment elles sont mal interprétées et de comment un tout petit détail sur un fil sur une manche, ça peut dire le désarroi de cette femme qui est en train d'être bafouée publiquement, même si, bien évidemment, le discours est tout autre, et comment ensuite il y a la surprise quand elle est dans le couloir, la gifle dont le son, honneur aux ingénieurs du son, est là extrêmement montée, hein, on n'a pas une gifle ordinaire, elle y va, et la façon dont la caméra l'accompagne après cette gifle, abandonnant le personnage masculin et l'accompagnant dans le couloir jusque vers les flashs qui vont la mettre en valeur, mais qui ensuite vont la poursuivre. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, on nous a donné la situation et on nous dit maintenant, c'est elle qu'on va suivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne va pas être toute seule. C'est que là aussi, on a un duo. Et on a un duo avec l'extraordinaire Christiane Baranski, qui est l'actrice qui joue Diane Lockhart, qui est l'avocate plus âgée dans le cabinet où elle va trouver un job pour survivre une fois qu'elle est séparée de son mari, puisque là, ils se sont séparés devant nous. Donc là, c'est quand même clair qu'il faut qu'elle fasse manger ses enfants. Et Christiane Baranski, c'est une actrice qui est très chic, mais vraiment, c'est le chic américain. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le chic américain, regardez Christiane Baranski, c'est la suite de Catherine Hepburn, 50 ans plus tard. Et Christiane Baranski, 3 minutes après ce qu'on a vu, lui dit, elle l'accueille dans le cabinet qui apporte son nom, hein, parce que c'est des noms associés, elle est donc la patronne, et elle lui dit « je vais être votre mentor ». Et explicitement, elle dit « c'est l'équivalent des fraternités masculines ». Les fraternités, vous savez, universitaires, qui font que les réseaux d'universitaires hommes, entre eux, s'entraident. C'est posé dans les 10 premières minutes de la série. Ces 2 femmes, donc, qui vont dans un premier temps se tourner autour, se méfier, enfin bref, ça ne va pas être simple entre elles, c'est pas l'amour immédiat. Ces 2 femmes sont obligées de faire cause commune pour se trouver une place dans ce milieu-là. Et un petit peu plus tard, il y a une façon dont l'actrice Juliana Margulies, vous l'avez reconnue parce que vous l'avez vue dans Urgence. Ceux d'entre vous qui n'ont pas vu The Good Wife, je ne saurais trop vous recommander de tout arrêter et de regarder The Good Wife en entier, c'est quand même un chef-d'œuvre absolu. Donc l'actrice Juliana Margulies va affirmer
sa position très fortement. Si vous voulez, le nombre de fois où on la voit assise en tailleur sur son lit en train de travailler sur un dossier, on a déjà vu ça. Sauf que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de défendre quelqu'un qui risque la peine de mort. Et son fils arrive et lui pose une question sur il n'y a plus de céréales, bon, voilà, la vie quotidienne. Mais aussi la façon dont le personnage, qui est une The Good Wife, c'est, si je ne me trompe pas, c'est à la fois la femme et l'épouse. Et donc le titre joue sur les deux. C'est l'épouse vraiment jusqu'au bout. C'est très étonnant. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Mais je vais vous dire que juste à un moment donné, que je ne situerai pas, parce que j'en ai parlé hier à quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est dans telle saison, donc tu spoil le fait que… » À un moment donné, elle est dans son appartement avec son mari et toute une équipe, tout le staff de campagne de son mari qui a investi son appartement. Ils sont dans la chambre et elle lui dit froidement, enfin pas froidement, calmement, non c'est pas froidement, calmement. Elle lui dit « Do you want to get laid ?» Tu veux baiser? Il est stupéfait. Ils ont 20 minutes, c'est donné comme tel, avec tout le monde dehors. Et ils font l'amour, extrêmement calmement, sans hystérie. Ça, c'est pas si souvent que ça. Et d'autant plus que peu de temps avant, elle a dit, attends, il faut que je la cite exactement, le sexe est plus sexy sans amour. Ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on attribue aux femmes, ce que la doxa attribue aux femmes, c'est-à-dire les femmes incapables de faire l'amour s'il n'y a pas un sentiment chaleureux qui préside au sexe. Donc voilà, des façons de présenter le personnage qui sont assez nouvelles. Et j'aimerais qu'on montre là le deuxième extrait, parce que là aussi, la question de la lutte avec les hommes, elle est claire. Donc elle est face au gouverneur qui a succédé à son mari et elle lui règle son compte. C'est à la fois déclaration de guerre à cet homme-là, mais cette femme ne va pas du tout se priver, et elle aurait bien tort, des charmes masculins. Elle est amoureuse, elle va avoir des aventures, elle va avoir quelque chose du sexe qui va se produire. Donc on est là dans une façon d'envisager une super pro qui a du mal à trouver sa place, qui trouve de l'aide dans le duo qu'elle forme avec, d'une part, son mentor Diane Lockhart, mais aussi la jeune femme indienne que vous avez vue à côté, qui est ce qu'ils appellent une investigatrice, c'est-à-dire sa détective, et qui joue sorte de sous-duo, et qui va faire les basses besognes pour elle, avant qu'il y ait un autre investigateur qui vienne totalement séduisant un peu plus tard dans la série. Donc voilà, ces femmes sont capables à la fois d'être femmes tout court, professionnelles, mères, épouses, engagées politiquement. Elles sont capables de tout ça et elles ne sont pas présentées comme des super-héroïnes. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est que, évidemment, elle est super jolie. Ça, je reconnais que le jour où on va nous montrer une actrice pas très belle qui arrive à tenir toutes les cartes dans la main comme ça, là, je pense qu'on aura vraiment, sur le plan du féminisme, avancé. Mais ce n'est pas le sujet ici, et je pense que c'est pas ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que Patty Hughes, Glenn Close, ou Alicia Florey, que vous venez de voir, qu'est-ce qu'elles ont de particulier en étant des avocats qui prennent la suite de Perry Mason, qui prennent la suite des avocats des séries? Je crois qu'on a vu qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a de particulier? En fait, si vous voulez, je le rappelle, hein, l'avocat est le héros aux États-Unis, là où le juge d'instruction l'est en France. Donc il y a un capital sympathie. Et peut-être que ça n'est pas juste une adaptation moderniste, le fait que ce soit des femmes qui prennent ce rôle-là. Ça permet de montrer leur quotidien, tout ce qu'on a dit. Mais je pense que ça transforme narrativement le rôle de l'avocat dans le récit. Ça n'est pas juste, c'est une femme plutôt qu'un homme. C'est plus compliqué que ça. En fait, si vous voulez, il faut se souvenir que citait Barbara Villes, Kate McShane, qui datait des années 70, l'héroïne se montrait complètement débordée par ses émotions. Là, on a des personnages qui, certes, ont des émotions fortes, mais qui sont aussi capables de totalement les dominer, comme ce qu'on attend des hommes et des femmes de justice. On suppose qu'ils vont se fonder sur la loi et non pas sur leurs émotions
pour traiter les cas dont ils ont la charge. Alors, bien sûr, s'agissant de personnages dont le rôle est de s'occuper des autres, c'est ça, un avocat, quoi que ce soit qu'ils aient fait, bien sûr, on se rapproche de ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire les professions de soins. En français, on dit les professions oblatives, infirmières, profs, avocats, enfin bref, on s'occupe des autres, quoi. Et en même temps, ça n'est pas si simple que ça, parce que ce sont des métiers dans lesquels, justement, dominer les émotions est un enjeu majeur. Parce que on est dans le monde de la justice, et c'est une avancée incroyable où on est passé des femmes loufoques de 1954 à ces femmes qui trouvent leur place physique dans des procès. Et que ce soit dans la réalité ou dans la représentation, c'est très important. C'est très important parce que un procès réel ou filmé, ça nous fait entrer dans un espace où les différents récits sont mis à l'épreuve, dans un espace clos. Et c'est un des espaces les plus structurés d'une cité, quelle qu'elle soit. Que ce soit des espaces de jugement au Rwanda, qui n'ont pas de palais de justice pour le faire, qui se font en plein air, ou que ce soit un palais de justice aux États-Unis ou au Havre, ce sont des lieux qui, par définition, obéissent à des règles d'espace, de hiérarchie, de temps, de rituel. Et c'est ça qui rend très forte la présence des femmes en position d'avocate et cette évolution des rôles dans les séries. En fait, là, je vais me fonder sur quelqu'un dont nous avions eu le plaisir de penser qu'il viendrait aujourd'hui et qui parlerait tellement mieux que moi de ces questions-là, qui est Antoine Garapon. On vous l'a dit, la revue Esprit est partenaire de nos rencontres et Antoine Garapon est le co-directeur de la revue avec donc Jean-Louis Schlegel. Et Antoine Garapon est un spécialiste de l'acte de juger. Et je vais le citer parce que, comme moi-même, je suis très profane dans cette matière, je préfère rester derrière des gens qui sont parfaitement fiables. Voici ce que dit Antoine Garapon. Il dit que le procès permet de participer à une instance de médiation symbolique qui ouvre l'espoir d'un dépassement du mal. En fait, c'est ça le procès. C'est espérer que quelque chose de la définition du mal en question, qu'est-ce que c'était? C'était un viol, c'était une gifle, c'était une escroquerie, c'était un meurtre, c'était des meurtres en série. Quelle que soit la variabilité de l'intensité du mal qui a été en question, eh bien, le procès, c'est quelque chose qui va permettre de le raconter dans différents récits qui vont s'opposer pour arriver à un récit final qui suppose, sous la houlette du juge, qu'il est le récit. On peut difficilement faire plus structuré que ça. Et qu'une femme trouve sa place là-dedans, c'est tout à fait en phase avec notre société et c'est tout à fait intéressant. Comme dit Antoine Garapon, le procès permet de fixer le mal. Je trouve que l'expression est très très juste. Et de lui donner un cadre pour le saisir avec des mots dans des catégories aussi bien procédurales que juridiques. Et, pouvant le saisir, d'agir contre lui. Alors, agir contre le mal, en étant belle comme Juliana Margulis, ou élégante comme Christiana Baranski, ou diaboliquement manipulatrice comme les personnages interprétés par Glenn Close ou Rose Byrne, c'est faire que ces personnages soient des personnages forts, parce qu'ils sont crédibles, parce que comme les personnages post-HBO, ils sont névrosés, ils sont complexes, parce qu'ils sont tourmentés, bref, parce que, comme dit Corto Maltese, c'est une phrase que j'aime beaucoup, ce sont des femmes difficiles, ou bien, si vous préférez plus philosophiquement, parce que ces femmes, quand elles sont représentées dans ces séries, elles ont quelque chose de ce que Hannah Arendt appelle les Mensch, l'humanité. Merci.